Eh bien, bonjour à tous, enchanté d'être parmi vous aujourd'hui. On va parler de IA et de microservices, nouvelle étape cruciale dans la stratégie de modernisation du BNP. Ça fait un petit Alors, bon, deux mots sur l'entreprise. Donc, Arcade, c'est une boîte de technologie qui a 32 ans d'âge, qui a commencé son garage. Dans son garage. Excuse-moi, est-ce que tu dois partager l'écran dans le WebEx ou pas? C'est fait, non? Ah, c'est fait, pardon. Ouais. Ok. Sinon, on ne serait pas là parce que je ne suis pas D'accord. connecté. Pardon. Pas de souci. Et en fait, on opère sous trois brands. Il y a le brand qui porte maintenant que la société, donc qui est dédiée à la plateforme IBMI et qui tourne autour donc à la fois de DevSecOps et de la modernisation. Et deux autres brands qui sont eux plateformes agnostiques. Un dans le release management en environnement hybride et tout ce qui concerne la gestion des données de test et l'anonymisation des données personnelles. Le chapeau commun, évidemment, c'est DevOps, parce que la gestion des données de test est une sous-partie de DevOps, comme le release management, donc c'est la partie civile des chaînes CI/CD. Alors, donc notre métier, nous, ça consiste à automatiser, sécuriser et moderniser tous les processus de changement applicatif dans un monde hybride. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est la notion d'hybridation. Le monde est en train de devenir hybride. Même Microsoft l'admet lui-même, parce qu'on a vécu la vague du tout cloud. Et là, maintenant, donc, il y a quand même un mouvement un peu plus, on va dire, raisonnable, où on fait du mix entre du data center et du cloud. On profite du meilleur des deux mondes. Donc, cette situation, elle est vraiment intéressante pour nous, parce que nous, on vient du monde legacy, et donc ça met en valeur le legacy. Quand je parle de legacy, c'est à la fois l'IBMI, mais aussi le mainframe, qui est un marché qui reste comme relativement dynamique. Et ça, c'est quand même aussi les contraintes de sécurité qui sont venues se greffer derrière tout ça. Là, maintenant, on garde son existence parce que en fait, c'est un asset qui est vraiment très stratégique pour une entreprise. Et faire un mouvement de masse sur du full cloud, ça représente quand même des risques très importants. Et donc, prendre des risques dans un monde où la cybersécurité est devenue quand même une contrainte extrêmement majeure, il faut quand même avoir pas mal de cran pour y aller. Donc là, maintenant, on est plus dans cette notion d'hybridation où on profite des fronts qui sont en full web et puis un back qui va rester stable et ultra sécurisé. Vraiment, la contrainte de sécuritaire est venue se greffer là-dessus de manière très nette. Ce slide regroupe toutes les mutations technologiques qu'on vit dans nos entreprises, donc à la fois sur la partie applicative et sur la partie infrastructure. Donc encore une fois ici, la tendance en termes d'infra, c'est l'hybride. L'hybride, c'est quoi? C'est un mix data center et cloud qui soit privé ou public. Et puis au niveau applicatif, donc il y a en termes de méthodo, en fait l'avènement de DevOps. DevOps, c'est une transformation majeure qui existe. C'est un mouvement qui existe depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant, et qui transforme de manière radicale la façon de développer et la façon de délivrer donc des nouvelles features aux utilisateurs finaux. Le principe derrière, c'est d'avoir plus d'agilité, plus de rapidité en fait dans le fait de délivrer des features auprès des utilisateurs finaux. Donc il y a à la fois un aspect méthodologique et un aspect process et un aspect humain. Donc c'est l'aspect humain qui est le plus difficile à traiter parce que il y a beaucoup de résistance au changement, surtout quand on est dans le monde legacy. Et c'est là en fait où de plus en plus là maintenant, donc il y a quand même un renouvellement des équipes, donc des gens plus jeunes qui rentrent dans les équipes et qui réclament en fait d'avoir des méthodos qui soient quand même modernes. Et c'est vraiment la transformation de DevOps qui va être le fer de lance de cette approche. Au niveau des architectures, donc il y a l'avènement du microservice, donc c'est-à-dire là maintenant
Alors, de nouveau, on peut se recentrer par rapport au legacy. Donc, il y a eu toute une période durant ces 20 dernières années où le but consistait à avoir des interfaces autres que de l'écran vert. Maintenant, ça a vraiment radicalement changé parce que il y a beaucoup d'applications digitales, donc qui est issues du monde web. Il y a beaucoup de software qui sont consommés as a service, donc dans des plateformes qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et là, donc, il s'agit maintenant au niveau du système d'information d'avoir simplement des connexions avec le back-end. Et c'est pour ça que le microservice donc, est vraiment extrêmement important. Voilà, donc ça, vous connaissez peut-être cette survey là qui est organisée chaque année par Fortran et qui ne change relativement peu en termes de préoccupation, si ce n'est que en fait, ça augmente sur les trois premiers, donc cybersécurité, modernisation, et puis le problème de perte de ressources dans le monde ibérique. Donc, pourquoi moderniser? Parce que tout simplement, en fait, dans les années 2010, on avait cette situation-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui faisaient rien. Donc, ça tournait. Il n'y a aucune raison, en fait, de changer quoi que ce soit. Et puis, il y avait l'option, donc, soit de modernisation, soit de carrément tout balancer, puis de basculer vers un quelconque ERP. Et puis là, maintenant, en fait, la situation, elle a un peu changé parce que ici, donc, le fait de rien faire augmente le risque, tout simplement parce que les gens partent à leur retraite et que si on ne se préoccupe pas de la transition, là, il y a quand même un risque qui est clairement identifié, donc qui est poussé d'ailleurs par les auditeurs externes, les KPMG, EY, qui ont justement la responsabilité de gérer toutes formes de risques pour une entreprise, donc ont identifié ça et poussent leurs clients donc, à aller vers une transformation de DevOps. La modernisation, en fait, son coût et son risque a diminué tout simplement parce que la technologie, elle a évolué, elle est de plus en plus mature et donc la proposition de valeur autour de la modernisation, elle a sérieusement augmenté en termes de valeur, contrairement aux nouveaux. Alors, comment on fait pour avoir une stratégie de modernisation? C'est tout simple, comme 1, 2, 3. 1, j'analyse l'existant. 2, je mets en place une chaîne DevSecOps. Au passage, je peux aussi donc, faire du DevTestOps donc pour automatiser les tests. Et enfin, donc, je vais pouvoir transformer tranquillement, à mon rythme, ces fameuses applications legacy. Voilà, donc la grosse nouveauté sur lequel on va faire un focus demain, c'est un nouveau produit qui s'appelle Discover. Discover, en fait, c'est un outil qui va présenter sous forme de diagramme toute l'architecture interne des applications. Vous voyez que son champ d'application, en fait, il est très large. Ce qu'il faut voir, c'est que, en fait, il n'existerait pas sans une grosse valeur ici qui est le référentiel de métadonnées, qui est vraiment le fruit de nos 32 années d'expérience sur l'analyse d'applications. On a analysé des milliers d'applications, en fait, parce qu'on a commencé à grossir à l'époque de l'an 2000, donc il fallait analyser les applications. Donc, il y a une vraie richesse, en fait, de ce repository. Et donc là, on va utiliser l'IA pour aller interroger, en fait, ce repository, qui peut être relativement volumineux, et pour faire donc des tas de choses comme la rétrodocumentation, de l'explication de code, du data lineage. Donc ça, c'est pas encore officiellement sorti, mais tout le reste, en fait, ça existe déjà. Oui. Ça va tourner sur comment, sur quoi, sur quelle architecture? AI powered ou le code explanation? Le référentiel de métadonnées, donc il est sur l'IBMI. Et après, donc il y a un serveur qui peut être installé sur IBMI, Linux ou Unix. Ouais. Et après, il y a une full interface web pour c'est pas aller interroger ce serveur. Ça, derrière, sur un cloud, ça service comme ça. Non. Ok. Non. Et là, donc, le lien avec l'IA, donc c'est relativement ouvert, c'est-à-dire que les clients donc, choisissent en fait le moteur d'IA qu'ils souhaitent. Parce qu'on a pas mal de clients qui sont assez avancés, qui ont
définit aussi toutes les normes de sécurité pour accéder, entre autres, à ChatGPT. Là, je pense à AXA, typiquement, ils ont Secure GPT. Mais une des valeurs de Discover, c'est qu'il n'a pas besoin en fait d'aller transférer les sources sur le cloud. Alors, DevSecOps, donc voilà, alors là c'est touffu, hein. Donc on a, après avoir analysé son existant, on met en place sa chaîne, et il y a 3 niveaux, donc ça c'est, on va dire, pour les gens qui veulent garder leurs sources sur l'IBMI et qui ne sont pas encore matures pour adopter Git, parce que la différence entre les deux ici, c'est vraiment l'usage du Git. Git, c'est le point central, en fait, qui va permettre justement d'assurer la transition générationnelle, parce que donc les jeunes développeurs connaissent bien Git, donc c'est une nouvelle façon de travailler, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, plus standard aussi. Donc c'est là aussi où on va trouver donc l'IDE VS Code. Et donc vous avez A4D Advanced, donc Arcade for DevOps Advanced et Merlin. Donc Merlin, vous savez qu'on est derrière Merlin. C'est Arcade qui fournit toute la technologie, donc DevOps à Merlin. Et donc la différence entre les deux, c'est tout simplement le fait que Merlin est cloudifiable, puisqu'il repose sur l'usage de OpenShift. Donc à terme, notamment chez les gros clients, donc on voit qu'ils vont adopter Merlin de manière naturelle parce qu'ils vont monter des clouds privés pour gérer l'ensemble de leurs équipes au travers d'un seul et unique repository central, ce qui va donner beaucoup de gains de productivité justement parce que il peut y avoir des variantes du code qui peuvent être justement gérées de manière synchrone à travers un seul et unique repository Git. Et puis il y a la version Ultimate qui englobe là à la fois la partie sécurité du code et qualité du code à travers donc, un outil qui s'appelle iUnit qui fait du test unitaire et CodeChecker. CodeChecker est en train de prendre beaucoup d'ampleur, notamment chez les éditeurs, tout simplement parce qu'un éditeur qui développe et qui continue à déployer ses applications en premise, il a quand même une certaine responsabilité. Donc là, il y a toute une organisation derrière qui est en train de se mettre en place pour contrôler les CWE. Là, donc, je ne sais pas si vous êtes familier là, donc ça, c'est les vulnérabilités du code qui sont identifiées. Et nous, donc, on crée les règles correspondantes pour après les déployer chez nos clients. Donc, on est vraiment on atteint une vraie maturité. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un nombre de CVE fantastique relatif à l'IBMI, mais il faut savoir quand même qu'il peut y avoir des failles de sécurité, et notamment donc, sur les SQL dynamiques. Donc ça veut dire que si on choisit Merlin, c'est une branche vraiment séparée de la partie basse que vous présentez? Non, en fait, si vous voulez, vous pouvez démarrer avec Arcade et vous avez la capacité après à switcher sur Merlin, donc dans un environnement de type cloud. D'accord, mais par contre, on n'a pas Merlin et Ultimate, par exemple. On peut après ajouter ces produits. Tout à fait compléter Merlin avec les outils additionnels que nous on fournit, oui. Ça, c'est tout à fait envisageable. CodeChecker et Unit, c'est ce qui se branche sur la chaîne DevOps pour contrôler le code qui est, absolument, qui est dans le HIP, en fait. C'est ça. Oui, je dirais globalement, peu importe, que ce soit Merlin ou on peut avoir effectivement les deux branches qui se rejoignent sur cette partie-là. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est une offre arcade avec nos produits, avec un bundle. Ça, c'est parce que c'est une offre bundle. À partir de Merlin, comme ça, c'est pas des produits IBM et qui sont pas au catalogue IBM, c'est forcément des ajouts de produits. Mais on peut obtenir l'équivalent de l'Ultimate avec du Merlin. Donc, comment VS Code. Alors, oui, VS Code, c'est vraiment l'IDE centrale. Donc, typiquement, Merlin ne travaille qu'avec VS Code. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu plus, c'est un peu plus Big Bang, parce que du coup, il faut switcher son code sur Git et après, donc, on y accède par VS Code. L'autre Arcade, elle est plus ouverte parce qu'elle est multi-IDE, donc elle est à la fois 5250, RDI et VS Code. On peut avoir de l'Ultimate en 5250, on pourrait. On pourrait. Oui, absolument, oui. CodeChecker, il peut fonctionner en 5250, effectivement. Bon, ça a été fait à la fin parce que iUnit, donc, enfin, pas. Il y aura forcément un peu besoin d'RDI pour gérer.
En fait, c'est pareil. Là, c'est des applis aujourd'hui, des extensions Eclipse pour gérer le produit. Donc ça n'a pas été fait en 5250. Après, on a des connecteurs 5250 pour les utiliser dans une démarche 5250. Donc c'est vrai que du point de vue du développeur, 5250, c'est possible. Pas dans l'administration au sens général de produits. Et juste une question. Alors, pour oui. Merlin, Oui. la partie starter, il faut avoir les 4 observers, skippers, builders et drop pour avoir Merlin ou Bah, en fait, c'est inclus dedans. Donc, c'est inclus dedans. Il y aura une session dédiée à Merlin demain. Vous pouvez commencer à ce niveau-là. Après, aller là, donc, ce qui va signifier donc, la gestion du repository Git. Et le passage de Advanced à Merlin, en fait, il n'y a pas d'effort, puisque donc c'est la même technologie derrière. Et du coup, ça sert à quoi si on est déjà emmanché avec Starter, d'avoir le Discover? Ah, bah, le Discover, ça c'est une très bonne question. Son positionnement, et ça on l'a découvert entre autres depuis qu'on le montre, vraiment la réaction elle est commune. C'est pas un produit spécifiquement pour le développeur. C'est un produit qui est bien plus large en termes d'audience parce que c'est pour tous les gens qui ont besoin d'accéder à la connaissance de l'architecture d'une application. Donc, ça va toucher les data scientists, par exemple, qui ont besoin de savoir en fait comment la data elle est transformée à travers les applications data. Ça touche les business analysts. Donc, son audience, elle est nettement plus large c'est pas un outil qu'on a fait à la base pour le développeur. C'est vraiment une audience qui est nettement plus large. Ça veut dire que, autrement dit, c'est toute la connaissance. Il faut le voir comme l'outil qui va gérer la connaissance de cet existant et comment cette connaissance, elle va pouvoir être diffusée de manière efficace, notamment avec la forme de l'IA. Et donc c'est pour ça que vraiment c'est une annonce majeure. Il y a 2 produits là qui ont été annoncés. C'était une année quand même très productive chez Arcade. Il y a 2 produits majeurs donc, qui ont été annoncés, donc Discover, et le deuxième c'est Transformer Microservice qu'on va voir ici. Donc ça, vous avez l'ensemble de notre offre relative à la modernisation des applications, et on va faire un focus sur celui-là parce que celui-là aussi il a un intérêt majeur. C'est celui qui va permettre de modulariser le code, de créer des procédures avec des taux de productivité nettement élevés. Et donc, à partir des procédures, c'est très facile de créer des web services. Donc, vous avez entre autres AWS en natif qui prend une procédure et vous crée le web service correspondant. Nous, on reste cantonné à la modularisation du code. On ne fait pas la création du web service. et donc, ça veut dire que quand on est déjà chez vous, sur la partie Starter, Oui. on peut quand même revenir un peu en arrière sur la partie Discover pour fournir potentiellement dans une logique de décommissionnement ou d'ouverture applicative. Je crois, on a des applications mobiles qui développent dans un coin, on a... Oui, puis en fait, c'est jamais tout ou rien. Enfin, Je comprends que quelquefois, il peut y avoir un pan applicatif qui est intéressant de mettre d'une autre façon. Voilà, et ou donc, un problème de gouvernance de données, qui est mal digéré, qui est identifié. Et là, en fait, Discover va nous donner des éléments pour nourrir une réflexion plus large. Exactement. Tout à fait ça. Et là, du coup, on a déjà la demande d'avoir de rendre ce produit pertinent, pas uniquement pour les applications IBMI, mais aussi pour des applications de type Java ou autre. Et du coup, les gens le voient déjà comme un outil central pour gérer la connaissance, mais de l'ensemble des applications. Je comprends. Et ça, pour nous, techniquement parlant, c'est vraiment facilement à apporter, puisque donc on a déjà toute l'architecture qui est posée. Et il suffit d'alimenter via des parseurs en fait les métadatas. Exactement. Pour le Z notamment, on y réfléchit. donc ce sera intéressant de voir ça. Non, mais c'est un excellent outil aussi pour aller convaincre les directions générales que pas forcément utile de faire des IBMI. Oui, alors après c'est la démarche, c'est le tout d'avoir une démarche de dire je veux, bon, il y a des fois une direction qui dit ok, on sort, mais enfin quelle est la raison profonde de ça,
des fois on l'ignore, hein, honnêtement. C'est juste parce qu'il y a machin qui a parlé à un truc pendant Il y a la que je joue au golf. connaissance, ouais, c'est là. Donc, oui, c'est ça, c'est clair que c'est ça. Et L'abandon de- c'est vrai que c'est l'intérêt de connaissance. se dire, bon, on peut amener cette solution pour ce Voilà. Et tout c'est le pour ça temps en qu'on se fait- disant qu'à terme, bah, peut-être on se rendra compte que c'est mieux de rester. Voilà. On a vu chez certains. Mais ça donne des éléments factuels pour Oui. effectivement travailler avec Montrer qu'on a, global sur gouvernance de données, on a sur des- organisation. que la valeur, elle est Voilà. utilisable en fait. Nous, c'est notre expérience sur Code Assistant for Z, hein, sur le Oui. COBOL mainframe, c'est exactement le ressenti qu'on a depuis un an. Là, c'est Ah bah pour finir le COBOL, ça va. mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce Voilà, que je exactement. dois garder, comment Oui. j'urbanise, comment Ouais. Exactement. comment je m'y pense sur la gouvernance des données, qu'est-ce que je vais laisser dans mon DB2, finalement, Voilà, c'est un peu que les référentiels sont souvent dedans, donc C'est ça. mais là on a un outil factuel Oui. outillé pour appuyer une réflexion là-dessus. Et surtout pour ouvrir aux gens, parce que c'est vrai que c'est beaucoup les gens qui peut-être connaissent pas l'IBMI, Mais bien et sûr. donc c'est un domaine réservé du développeur IBMI, où là, nous, Là, effectivement, on ouvre. Et on se dit, ah bah ouais, je peux y aller, alors que je connais pas particulièrement le RPG. Même Ouais, un c'est développeur front-end, on va dire, un gars qui fait du React, de l'Angular, qui a besoin d'un petit peu d'information, de comprendre des choses, il pourra tout à fait naviguer. C'est Voilà, ça l'idée. C'est pour ça que c'est quand même une annonce ultra majeure, parce que ça peut radicalement changer la perception externe qu'ont les gens de ces applications, c'est que c'est des boîtes noires que personne ne comprend rien. Et comme en plus, là maintenant, vient se greffer les besoins autour de la data, donc, et auxquels Discover va pouvoir répondre, donc c'est quand même absolument majeur. Et le tout aidé par IA. Oui. Pour rebondir par rapport à ce que disait monsieur et ce qui a été présenté, ça marche très bien du coup quand la base de données est très structurée, il y a des clés étrangères, etc. Mais quand on a des fichiers qui ont les mêmes noms de zones, mais qui ne sont pas reliés, tableau entre elles, etc., Oui. c'est un peu, enfin, c'est débutant. Il y a un certain travail, donc on a certains automatismes qui vont permettre d'aider, mais il faudra quand même passer par une étape de validation parce que ça génère beaucoup de faux positifs. Et donc, il y a quand même un travail de fond pour arriver au niveau de ce qu'on peut avoir avec une base de données full relationnelle, parce que là, du coup, en fait, les liens, ils apparaissent directement sans aucun effort. On a quand même des, Il y a un poil de... on a quand même des outils qui vont jusqu'à lire le code. C'est-à-dire d'être capable de dire, bah, cette zone-là qui a pas le même nom, voire même pas la même description, une zone alpha, une zone numérique, hein, des fois. Donc, en se disant, bah, tiens, dans le code, à un moment, ça passe par cette zone et ça finit par une comparaison avec cette zone-là et se dire, tiens, bah, ça c'était une primary key, parce qu'on a quand même souvent des clés uniques, des choses comme ça, donc une notion plus ou moins de primary key. Donc, tiens, on a retrouvé cette zone-là dans le fichier d'à côté, au final, qui semble être en relation. Alors, c'est là qu'effectivement, comme disait Philippe, il peut y avoir beaucoup de faux positifs, puisque des fois, on peut avoir de la redondance. En fait, l'ennemi, c'est la redondance sur ce genre d'analyse. Je pense que M. Coutelec a eu du vécu là-dessus, hein, effectivement. Donc, mais bon, le référentiel, effectivement, il a beaucoup travaillé pour, en tout cas, essayer d'au moins découvrir. Et on s'est dit que c'était peut-être plus facile de holder un lien en trop qu'on a trouvé que d'en louper un. Donc, c'est des choix de tuning, en fait, de l'outil. Voilà. C'est pour moi, alors. Discover. Donc, voilà. Donc, je vous présenter deux outils Discover, les racines au niveau du temps. Donc, effectivement, alors, comme disait Philippe, les utilisateurs, c'est une audience très large. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis de data scientist. Donc, on retrouve des analyses fonctionnelles qui étaient à l'origine pour ça qu'on l'a fait. À l'origine de notre travail, c'est-à-dire on va fournir aux analystes un moyen de naviguer dans les applications sans forcément comprendre le RPG au sens pur. Les gens qui font des tas de techno, au hasard. Donc, et après, forcément, les développeurs, ça les intéresse quand même. Donc, d'avoir des outils faciles pour naviguer dans une appli, c'est toujours intéressant.
Mais c'est là où les développeurs d'autres technologies, c'est intéressant, puisque ça ouvre la capacité à comprendre. Oui. Bon, les COBOL, c'est l'application. Oui, c'est la même. Oui, enfin, ça peut être COBOL ou RPG. Ah, c'est égal. Oui. C'est pas lié. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la plateforme BMI, il y a beaucoup de RPG. C'est vrai qu'il y a, Je crois que c'est 15% de COBOL. Il y a 15% de COBOL, 80% de RPG. Donc, c'est vrai qu'on se concentre toujours un peu plus sur le RPG au début, en tout cas. Mais oui, COBOL. Après, COBOL a évolué assez peu. En fait, le langage ne évolue pas, donc bon, on a fait le travail une fois, puis après, il est conservé. Puis, alors que le RPG, on doit un peu remettre à l'atelier de temps en temps. Des équipes support, ça c'est pareil, c'est venu du fait de montrer l'outil, des clients, ah bah oui, tiens, mais mes équipes support, ça va les aider à trouver une règle de gestion, à trouver pourquoi cette valeur-là, alors que mon utilisateur il dit mais non, mais la valeur elle est fausse, c'est comment calculer cette valeur, par exemple. Des équipes métiers qui, elles, vont peut-être avoir une vision un peu plus high level, vont voir plus les imbrications dans les briques. Et puis des gestionnaires d'applications ou product owners, si on est dans des modes un peu plus agiles, des personnes qui restent aussi très proches peut-être des métiers entre les deux, pour faire avancer. Donc c'est vrai que c'est... Donc ça adresse, comme on disait, la problématique de la connaissance fonctionnelle, mais aussi langage, puisque ça permet de faire un peu d'abstraction sur la partie langage pour donner cette accessibilité à des fonctionnels. Donc, je vous ferai une démo de l'outil après. Donc, néanmoins, je voulais faire un slide parce que c'est les slides qui restent quand on récupère les PowerPoint. Un slide avec les grandes fonctionnalités. Donc, on retrouve les quatre panneaux de base en fait qui sont repository, architecture, code et check. Donc, on a notamment des diagrammes très simples en fait sur la partie référentielle qui permettent sur un composant, on prend un programme, on veut voir sur quoi ça touche, quelles sont les zones impactées, des choses comme ça. Donc n'importe quel composant on prend, ça nous fait une cartographie rapide, simple, sans avoir, c'est one click. Et ça nous permet d'avoir une vision. On peut étendre ou pas certaines parties, les références croisées fichiers, parce que des choses comme ça, de façon très simple. C'est un seul niveau. Voilà. L'objectif, c'était d'avoir un accès rapide et simple à ce genre de choses. On a la vue architecture qui elle, permet d'avoir différents types de mécanismes. Donc, on va retrouver un diagramme de flow, des diagrammes de flux, qui permet de faire des diagrammes justement qui montrent l'interaction des programmes, des fichiers, enfin, le flux de données. Je l'ai mis sur Flow et AI Assistant parce qu'en fait, les deux ont le même objectif avec des techniques différentes. Donc, mais l'objectif, c'est de sortir un diagramme qui nous permette de comprendre des choses. On a une vision macroscopique dont vous parlez, un peu plus de fonctionnel, donc une vision un peu plus high level, découpage fonctionnel mais d'application en sous-parties. Vous avez la gestion des tiers, la gestion de la compta, la gestion des stocks. Donc, vous découpez votre application en sous-fonctions et après on rattache des composants à cette partie-là, ce qui permet de faire des diagrammes qui, si après on a des équipes un peu verticalisées sur certaines fonctionnalités, organiser le travail, des choses comme ça. Et sur la partie code, donc on a travaillé sur, alors s'il y a des gens qui utilisent Arcade depuis un bon moment, il y a eu il y a très longtemps un petit freeware en fait qui s'appelait Source Code Analyzer en fait, qu'on avait sorti il y a 15 ans. Donc qui était un analyseur de code source en fait qui faisait des diagrammes. Donc c'est une réédition évoluée de cette partie-là dans une interface full web qui permet de directement à partir du code de constituer un diagramme type organigramme en termes adéquats, donc pour pouvoir sortir aider à la compréhension. On verra qu'il y a aussi une partie IA sur cette partie-là, qui rejoint ce qui a été dit en plénière, en fait, sur la partie explication de code. Donc on attend avec impatience aussi
la partie qui est en train de travailler par IBM, puisqu'on pourra tout à fait la connecter, puisqu'on a prévu justement l'ouverture à un genre de connexion dans notre outil. Donc on travaille en parallèle, nous, sur la forme et avec IBM sur un peu une partie du fond de l'explication de code. Néanmoins, on va montrer quand même des choses qui existent et qui fonctionnent sur cette partie-là. Et puis, on a rajouté le panneau L-Check en fait dedans parce que ça semblait cohérent de fournir aussi comme je disais tout à l'heure, des application owners ou des gestionnaires d'applications, d'avoir une vision peut-être un peu très haute, encore une point de vision technique haute des applications, de voir ma quantité de sources, ma complexité de code, mon taux de changement, si j'associe ça avec la gestion des changements. Hein. Donc d'avoir des indicateurs qui soient mesurables, enfin, des valeurs mesurables, représentées, c'est du Grafana, là, donc pour pouvoir, pour le patron de l'IT, peut-être tout simplement mettre en place des cibles, des objectifs en termes de complexité. Mon code est à complexité de 5, je vous mets un objectif à 1 an de tomber à 4.8. En essayant de travailler sur la complexité, en sortant, ça permet de sortir les programmes les plus complexes, trouver le nombre de billes fabriquées, des choses comme ça. Ça peut se relier avec du code checker. Code checker, on a une capacité à mettre des marqueurs, des métriques sur la complexité de code et être capable de mettre en place après des actions de blocage, on peut aller jusque-là, hein, en disant non, je suis désolé, votre code il a trop de complexité, enfin, le calcul cyclomatique qui est standardisé, il donne une valeur qui est trop supérieure. Vous devez modulariser votre code, faire des sous-routines, des sous-programmes et pas avoir 15 ifs fabriqués dans votre bout de code. Donc, ce genre de choses peuvent aller jusque-là et les indicateurs, certains des métriques viennent d'ailleurs de code checker, viennent de différents outils. On va le voir. Le taux d'utilisation également. C'est vrai que dans ce patrimoine-là, oui, le fait de savoir qu'est-ce qui est réellement actif permet de Code mort de faire des alors, code mort, on n'a pas. Ça reste complexe en fait. Dans le code mort, on a donc, moi, la logique l'analyse statique. d'objets utilisés. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport à ça, c'est vrai que En fait, la réduit au difficulté. moins de 25, 30, 40% des fois le patrimoine. Ce qui fait que l'analyse aussi des flux est plus intéressante. Plus pertinente, puisqu'on sait qu'effectivement, on a les fichiers les plus utilisés, les plus gros, les programmes les plus utiles, les plus gros. Ouais. Et c'est vrai que si ces programmes-là, on arrive à les optimiser, on fait des gains qui sont beaucoup plus rapides que d'un programme qui est utilisé une fois par an. Ou 0 points même. Ou 0 points. Exactement. Alors, ça fait partie, dans ce que disait Philippe tout à l'heure, ça fait partie du schéma. C'est-à-dire que le premier travail, quand nous, on met en place Arcade pour une modernisation, et j'ai un témoin de modernisation à côté, là, la première chose, on était parti à 33 000, je crois, donc 33 000 composants, on en a modernisé 15 000, je crois. Hein, donc c'est pour vous dire, partie de 33 000, voilà, mon ensemble applicatif, mes bibliothèques, 33 000 programmes. On va moderniser. On va d'abord commencer à regarder ce qui sert. Et puis, on a divisé par 2. C'est Observer qui fait cette analyse. Alors, c'est un peu le chèque, c'est Observer. Enfin, c'est différentes techniques. On utilise les métadonnées de l'IBMI aussi, bien sûr. Hein, donc, il y a aussi 30 millions de lignes de code ici. Voilà. Donc, après, il y a les lignes de code. Bon, alors, pour dire à ta question de code mort, code mort, c'est un peu plus complexe parce que des fois, dans un programme, du code mort statique, si effectivement on voit qu'il n'y a jamais de XSR sur une routine, on va dire que ça pourrait être facile. Et c'est rarement le cas. Souvent, il y a quand même des XSR, sauf qu'il y a un if devant qui n'est jamais résolu. Et le if, il est toujours avec une variable, et puis c'est parce que ça a changé, et puis qu'il n'y a jamais la valeur. Donc, c'est compliqué de trouver du code mort comme ça. Bien sûr. La démarche qu'on trouve plutôt là-dessus, ce serait de dire, mettons du code coverage. Le code coverage. Donc, utiliser iUnit, par exemple, plus faire du code coverage, et se rendre compte que on n'arrive jamais en couverture à taper sur ce code-là. Donc, et après dire pourquoi on ne va jamais sur ce code-là et comprendre que, oui, c'est vrai. Les types A n'existent plus chez nous, on ne fait que des types B. Donc, il y avait un if type A égal. Donc, c'est là où code mort, c'est vachement vaste, en fait. Donc, voilà. Alors, potentiellement, le diagramme de programme, de code, peut aider
Mais bon, c'est une interprétation à faire. C'est pas l'outil qui me dira en rouge, ça marche, ça passe pas par là. Health-Check, c'est branché sur la prod. Alors, Health-Check, on a une récupération de certaines données sur la prod, pour justement utiliser, voir l'utilisation réelle des programmes, parce que sur le test, ça n'a aucune valeur, en fait. Et dans ça, par exemple, si on veut savoir si un code a été utilisé, je sais pas, pendant les 12 derniers mois, oui. Il faut brancher votre outil pendant 12 en fait, mois. non, grâce aux métadonnées d'IBMI, on peut le récupérer quasi instantanément. Donc, on a l'outil qui est installé et on a installation d'une partie sur la prod et l'outil va chercher, lancer des analyses sur la prod, les récupère et on les traite sur la machine de données. Et on a fait ça, on coupe l'accès à la prod et puis. Oui, en fait, c'est juste one shot. Au moment où on va faire l'analyse, on va récupérer ça, on les récupère et puis après, on peut couper. Et vous voulez revenir en combien de temps en arrière? Et en arrière? Ça dépend de différents critères, notamment si vous avez changé, réinstallé une partition complète ou pas. Si vous avez, par exemple, sauvegardé, restauré tous vos objets, parce que vous avez fait une migration, on va dire, manuelle. Nous, on vient de passer en Power 10 là, il y a quelques mois. Et bon, ça s'est fait en à peu près 10 minutes. Puisque, en fait, on a débranché le SAN, on a rebranché le SAN, et puis, on a branché tous les switches ensemble. Ça a été logique. On a dit, bah, vas-y, passe de l'autre côté. Et dans l'IP. Voilà, c'était l'IP. En fait, un IP. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même ça. On a même changé de SAN. On a fait un snapshot. Mais bon, bref. Donc, pour dire que dans ce cas-là, ça s'est conservé. Donc, ça peut. On a des données de mesure. Des fois, on dit, voilà, celui-là, il n'a pas servi 5 ans. Parce que des fois, 1 an, c'est un peu court, en fait. C'est plutôt 1 an et demi qu'on regarde. Donc, après, des fois, le programme, des fois, en fait, il y a 2 indicateurs. Il y a l'indicateur de dernière utilisation et l'indicateur de quantité d'utilisation. Et si votre quantité elle est à 0, il y a un doute sur la dernière, en fait. Donc, il y a des fois où on a des doutes. Donc, il y a des règles à respecter pour récupérer l'info. On va dire, ça, on est sûr, ça ne sert pas depuis plus de 18 mois. Ça, on est sûr, ça sert depuis moins de 18 mois. Et après, il y a une petite partie où on ne sait pas. Donc souvent, on les met dans ceux qui servent, on ne sait jamais. Et vous arrivez à trouver quel programme est utilisé? Oui. Et admettons que le programme il évolue, parce que il y a des évolutions du fonctionnel, par exemple. Oui, si le programme a évolué, il a une date de création qui est inférieure à 18 mois. Donc, il faut tenir compte de la date de dénotation, de la date de création, de la quantité d'utilisation. Il y a ces 3 données, de toute façon, qui sont disponibles. Donc, à partir du moment où on a ces 3 données-là, en combinant, on arrive toujours à savoir si ce programme il a été créé il y a 6 mois, potentiellement, c'est qu'a priori, il doit quand même un peu servir. Enfin, même s'il n'a jamais encore servi, il va potentiellement servir. Sinon, qui l'a modifié pour... Après, c'est, par exemple, si on a 3 versions du programme, parce que il y a chaque version, est-ce que dans vos récupérations de statistiques, vous avez version 1, ça a été utilisé de telle date à telle date, ou quoi, et à quelle fréquence? Non, parce que c'est basé sur l'objet, donc c'est sur le dernier objet. En prod, c'est sur le dernier objet. Après, si vous avez plusieurs versions de votre programme dans des bibliothèques différentes, on peut l'avoir, mais ça dépend de comment. Là, il faudrait creuser, voilà. On va ça savoir. On peut faire un autre. Donc, le point important, c'est ça, c'est ce que disait Philippe. Ça, c'est plus de 30 ans de travail sur l'analyse applicative. Alors, c'est pas juste un DSP-OBJD, pour ceux qui connaissent. C'est pas juste, c'est de l'analyse de code. C'est une combinaison de l'analyse des objets plus les sources, avec intégration des copies, récupération des externes. Enfin bon, tout un tas de mécanismes bien propres à l'IBMI, des relations implicites ou explicites entre des composants. Donc ça, c'est 30 ans de recherche qui nous ont abouti, qui ont abouti à avoir un référentiel aussi puissant. Pourquoi ce référentiel, aujourd'hui, on peut le garantir? Quelle est la conséquence du fait qu'on arrive à garantir ce référentiel? C'est qu'aujourd'hui, toute notre partie DevOps, là, elle s'appuie sur des mécanismes de recompilation automatisés, Builder, qui s'appuie sur ça, en fait. Donc, aujourd'hui, ma base de données, et ça, c'est vraiment une forte valeur, elle est temps réel,
bonne, enfin, elle est tout en réel validée. C'est-à-dire que comme on l'associe, nous, à une gestion des changements, après ça dépend comment on l'utiliserait, mais comme on l'associe, nous, à la gestion des changements, dès qu'on fait des modifs de programme, la base de données est à jour. Donc, ça veut dire que toutes les informations sur lesquelles va se baser ce que je vais vous montrer après, enfin, toutes ces informations, elles sont véritables et validées parce que de toute façon, elles sont directement mises à jour par le process lui-même. Si vous n'utilisez pas une gestion de configuration, enfin, ou une gestion des changements, dans ce cas-là, il y a des process à passer pour renouveler l'information quand vous faites des modifications, soit de façon régulière. J'ai des clients, ils disent une fois par semaine, ils ne sont pas à un delta d'erreur près, ils acceptent un taux de décalage. Puis dans ce cas-là, ils sont moins à une semaine près. Bon, pour une analyse d'impact, des fois, c'est pas critique d'être à la minute, quoi. Donc, mais en tout cas, c'est vraiment important. Le référentiel arcade, donc utilisé pour tout ce qui est analyse d'impact, mais aussi de façon très opérationnelle pour tout ce qui est recompilation et donc constitution des packages déployés en production. C'est pour vous dire quand même la valeur de cette partie-là. Donc, on retrouve des outils de modélisation graphique dans Discover. Donc, je vais vous montrer, de toute façon, ça en parlera plus. C'est une nouvelle interface full web, c'est-à-dire qu'on installe en rien sur le PC de l'utilisateur. Il a juste à une URL d'un serveur. Ce serveur, alors, tout à l'heure, il y avait la question, donc ce serveur, il peut être sur l'IBMI. Moi, je l'ai installé sur mon PC local. On peut l'installer sur un Linux, sur un IBMI. Ce n'est pas une partition l'IBMI, c'est la partition elle-même, IBMI, donc ça fonctionne très bien. Oui. C'est un peu comme le principe pour l'API Ilias sur oui. Code. Oui, okay. C'est à peu près le même principe. Ça peut s'installer, oui. Elias, c'est pas tout à fait le même type de serveur, mais globalement, en termes d'installation, on peut dire ça. Donc, c'est une interface full web. Donc, on a travaillé particulièrement à une expérience utilisateur simple. Vous verrez, j'espère, dans la démo. Vous direz, si on a réussi. J'essaye toujours le one-click, d'avoir une information à chaque clic. Donc, on rentre sur quelque chose, je veux voir plus d'infos, j'ai un clic à faire. Donc, c'est pas toujours possible, mais on essaie au maximum de travailler comme ça, ce qui donne une grande fluidité à l'outil et une bonne performance sur l'outil. Donc, on aura des grands gains de productivité parce qu'effectivement, on a cette partie-là, donc c'est ce design applicatif, mais en même temps l'IA qui pousse la chose, et puis une plus grande autonomie des utilisateurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Je vais accélérer. Donc, ça permet l'accès et tableau de bord suivi. Donc, ça, c'est en plus, on va dire, on a connecté un outil qu'on avait déjà travaillé avec Laurent. Sur la partie tous les indicateurs, volume de code, taux de commentaires, taux de modification, taux de complexité, donc taux de couverture de test. Bon, certains éléments viennent de compléments, c'est-à-dire d'outils complémentaires arcade. Par exemple, le taux de modif, il faut forcément avoir une gestion de suivi des changements. Sinon, je ne sais pas le taux de modif. Taux de complexité, c'est effectivement le checker qui parse le code et analyse justement les taux de complexité. Le taux de couverture des tests qui est présent dans iUnit ou Verifier, en fait. Donc, les deux outils qui sont orientés test chez nous. Voilà, petite démo. Donc, je suis connecté sur une machine. Donc, vous retrouvez le menu que j'ai présenté. J'ai un quart d'heure, je crois, c'est ça. Donc, je vais aller assez vite. Je vais aller à l'essentiel, quelques points importants. Après, il y a eu des webinaires chez nous. Donc, sur notre site web, vous pouvez retrouver un webinaire enregistré qui reprend un peu plus de détails. L'idée là, c'est de vous montrer un aperçu. Donc, globalement, référentiel, je vais vous présenter les points importants sur la partie architecture. En fait, on a le diagramme de flux.
Donc on retrouve la notion d'application, donc c'est les applis arcade, là, hein. Ça se base sur le référentiel arcade, donc c'est des applications arcade. On peut afficher des composants et puis sélectionner un composant. Ça. Et puis voilà, construire un diagramme à partir de là. Je vais tout prendre. Bon, chose très simple ici. Alors c'est là que je vous disais one click, c'est on veut étendre à droite, c'est-à-dire les choses qui sont appelées, on clique là. On veut étendre à gauche les choses qu'ils utilisent, on peut cliquer là. Donc on essaie toujours de travailler sur des choses très rapides, très simples. On peut après, bien sûr, travailler la présentation de ça. On retrouve les couleurs sont customisables. Enfin, il y a plein de fonctionnalités pour faire ça de la façon qui est le mieux. Ça, c'est un module en fait parce que l'accès à articles se fait via un programme de service, par exemple dans cet exemple-là. On peut rebondir d'un diagramme à l'autre. Donc, je vais changer de diagramme. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types de diagrammes. On peut tout simplement rebondir. Bon, les diagrammes, je ne vais pas le montrer. C'est assez simple. C'est partir d'un programme, sortir tous les fichiers, ou l'inverse d'ailleurs. Donc, par contre, je vais sortir sur le database diagramme. Donc, c'est un autre diagramme qui permet. Donc, ça rejoint vos questions sur le schéma base de données où on retrouve la capacité à retrouver. Donc là, je suis parti tout simplement, pour vous expliquer comment on s'est arrivé. Je suis parti du fichier article et puis je lui dis, donne-moi les fichiers en relation. On a eu un chargement avant de cette partie-là qui s'est basé sur l'analyse des noms de zones, sur leur longueur, sur le code qui utilise ces noms de zones pour constituer un schéma base de données. Après, il y a eu un travail, comme disait Philippe, peut-être d'épuration en se disant, bon, je veux pas ou je veux voir certaines parties, donc celui-ci, je veux pas le voir parce que, par exemple, c'est un fichier de référence. Donc, j'ai capacité à recentrer mon diagramme, on peut réorganiser, donc différentes façons de diagramme. Est-ce que tu fais la différence entre une relation supposée, c'est-à-dire trouvée à travers le code, et une relation réelle, c'est-à-dire déclarée au niveau SQL? En fait, pas directement. Ah oui, tu veux dire une relation qui serait, une intégrité qui serait posée, là. Oui. Non, on n'a pas de cette distinction. C'est très bon. On n'a pas la distinction, mais c'est vrai qu'on pourra la mettre. C'est vrai que c'est possible de qualifier cette partie-là, parce qu'on a l'info en fait. Qu'on pourrait la rajouter, peut-être des couleurs de traits ou des pointillés ou des choses comme ça. Ouais. C'est vrai. Chaque fois qu'on le montre, on a des. Ah ben voilà. Voilà. Non mais backlog, il y a du monde sur celui-là. Donc schéma base de données, et je vais aller sur l'assistant IA. Donc l'assistant IA, il a pour vocation de vous aider à faire ce genre de diagramme, mais beaucoup plus rapidement. Donc là, ce qu'on a vu, quand j'ai fait le diagramme, je suis parti d'un composant, je lui dis, voilà, je prends un composant, je le pose, montre-moi ce qu'il y a autour, puis je vais sur le composant d'à côté, montre-moi ce qu'il y a autour, etc. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, là, l'idée, c'est... alors, je vais le faire en anglais, j'ai plus l'habitude. Il comprendra mieux. Donc, ça menu, c'est un menu dans mon application. Donc, quelle est, là, souvent la question que j'ai là, c'est quel vocabulaire je dois employer dans mon prompt. Order. Donc, en fait, là, ce que j'ai besoin, ce qu'on éduque, on éduque l'outil, c'est à... Alors, je vais recentrer. Donc, en fait, ce diagramme, je suis parti d'un menu. Je suis parti du menu, et puis ce menu, il appelle des tas de programmes.
Et en fait, excusez-moi. Ouais, ça. Hein? Alors, ce menu, c'est quand je touche l'écran. Ce menu, il appelle des tas de programmes, hein, qui appellent eux-mêmes des programmes, etc., voire passe par des programmes de service. Et puis, au final, on aboutit à la gestion des commandes. Donc, en fait, là, ce que je vais demander, pour travailler avec la gestion des commandes, par où je peux passer, en fait, quels sont tous les chemins possibles. Et ça, bon, j'aurais pu le faire hein, avec le diagramme de flux que je montrais tout à l'heure, sauf que j'aurais pris 1 heure ou 2, quoi. Parce que j'aurais ouvert les portes, j'aurais regardé, ah ben non, lui, ça va pas là. Donc, j'aurais fermé les portes, j'aurais ouvert une autre porte, ah bah oui, mais non, lui, ça va pas là. Et j'aurais fini comme ça, à la fin. Donc, vous voyez qu'on a des fois 4 ou 5 niveaux d'appel de programme intermédiaire pour arriver à ça. Donc, l'IA ici a été utilisée pour tout simplement vous aider à exploiter de façon simple et rapide toute la base de connaissances du référentiel. C'est la démarche qu'on a eue. Alors, ce que disait Philippe, c'est important tout à l'heure, parce quand on parle IA, la premier réflexe, c'est la sécurité du code, en se disant, est-ce que mon code part, comment ça marche, comment il a fait, où est-ce qu'il est parti mon code. Là, le code, il n'est pas du tout transmis à l'IA. Il n'y a pas une seule ligne de code qui a été transmise à l'IA dans ce que j'ai fait. J'ai juste travaillé sur le repo. C'est-à-dire qu'en gros, on a expliqué à l'IA comment retrouver les métadonnées dans notre référentiel. Donc, on a donné une vision des métadonnées à l'IA. Et c'est plus ou moins comme un Google Maps, entre guillemets. Enfin, je fais cette analogie parce que globalement, on lui a dit, voilà, il y a tous ces éléments-là, il y a des liens entre tous ces éléments-là, donc ce qui pourrait être des routes. Hein. Et puis, on lui a dit, voilà, on part de là à là, trouve-moi tous les chemins pour aller d'ici à là. Donc, au niveau de l'application. Et on obtient ce résultat. Donc, après, on peut poser, j'ai fait des tas d'autres essais de questions. Montre-moi tous les programmes qui interagissent avec ceci ou cela. Enfin, on peut faire des choses. Des fois, j'ai demandé plusieurs fichiers en cible. Donc, je veux order et le fichier article, par exemple. Est-ce que tu peux te baser sur le jargon métier plutôt que... Parce que je sais que souvent, on a des questions. Nous, c'est sur le mapping entre parfois des termes techniques développeurs et le jargon métier qui va... Voilà. Aujourd'hui, le prompt, ce prompt-là, ce n'est pas le prompt qui a envoyé l'IA. Non. Hein, je suppose qu'il imagine. Ce prompt-là, il sert c'est une base, ça fait partie de la phrase, mais en fait, on a tout un mécanisme d'éducation dynamique qui est fait au moment où on envoie ça, c'est-à-dire qu'on explique à l'IA ce que c'est qu'un fichier, ce que c'est qu'un menu, ce que c'est qu'un programme, parce que l'IA, à la limite, bon, il y a des bases dans les IA qui comprennent, mais globalement, elle n'a pas forcément toute cette connaissance, en tout cas la vision. Donc, il faut lui expliquer les notions de composants, je vais appeler ça comme ça, donc ce que c'est que des composants, comment ils interagissent entre eux. Et puis après, on lui dit, voilà, maintenant, tu as toute la base de données dans laquelle tu as toutes les informations avec toutes les relations entre tous ces composants, retrouve-moi tous les liens. Globalement, bon, je suppose que l'IA, moi j'ai fait de l'IA il y a très 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 longtemps, c'était beaucoup de la gestion de listes en fait, c'est-à-dire que c'était des arbres de listes qu'on parcourait en permanence. Je suppose qu'il a parcouru, il a dit non, là ça va pas, là ça va pas, là oui, là c'est bon, là je prends pas, puis voilà. Donc, sauf que voilà, il l'a fait en 4 secondes, sauf que moi j'aurais mis 2 heures, quoi. Donc l'apport ici d'IA, dans cet exemple, en tout cas, j'ai divisé mon temps par 1000, quoi. Donc, c'est ça le gain de productivité dont je parlais. Après, on peut sortir des listes à la place de sortir des diagrammes, hein, on le fait aussi. Donc, et puis ces listes-là, elles peuvent sortir point d'entrée pour faire de la gestion de conf, pour faire un tas de choses. Donc, c'est oui. Alors, sur l'utilisation quotidienne d'Arcade, nous on utilise des références croisées. Oui. Histoire de voir à peu près, dans un exemple, comme qu'est-ce qu'on a comme update sur quel fichier, etc. Oui. Ça ne sort pas tout le temps. Il y a des trucs des fois qui manquent. D'accord. Alors moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que ici, ça utilise les mêmes principes que... Ça utilise les mêmes données en tout cas. Ouais.
Tu utilises les mêmes données. Par contre, il faudra vous me disiez ce qui vous manque. Oui. Parce Un que- exemple, en plus, je pourrais. Ouais, ça, n'hésitez pas à revenir vers moi là-dessus parce que on se fait fier de sortir tout ce qu'il faut. Donc, si vous me dites qu'il manque un trou, il y a un trou, c'est pas, on va corriger ça. Donc, Mais ça utilise les mêmes données, ok. c'est la même base de données fond du fond. Et je peux lui dire dans le compte, après lui avoir fait la mise en contexte, etc., Oui. etc., lui dire je veux tous les programmes qui mettent en update ce fichier-là, et Oui. il me sort, ok. En fait, on pourra, enfin le prompt, enfin, j'ai pris cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très parlant d'une chose qui est faite en quelques secondes. Après, dans le prompt, enfin, des fois, je complexifie ce prompt pour rajouter d'autres fichiers, mais sauf ça, je veux pas passer par celui-là. Par exemple, là, on pourrait dire, par exemple, moi, sauf tous les programmes qui passent par le programme de service, parce que c'est le normal, c'est l'usage normal. On veut que ça passe par le programme de service d'accès. Et donc, tous ceux qui passent par la petite porte de derrière, on veut les retrouver pour les traiter et faire qu'ils passent par le programme de service ou rajouter les fonctions dans le programme de service qui permettra de basculer sur l'autre produit pour dire je modernise et j'avance. C'est un super requêtage aidé par l'IA. Voilà. Bon, comme il reste très peu de temps, il y a eu beaucoup de questions de toute façon en même temps, donc on avait prévu de laisser un peu de temps aux questions, mais je pense qu'elles ont été posées on the fly, donc c'est pas mal. Donc je vais arrêter là. Encore une fois, je vous invite à aller voir sur notre site. Il y a un webinar spécialisé, vraiment pour ça, où ça avait été beaucoup plus développé. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site web en fait. Ou j'irais même plus loin. Donc, Ou demandez-nous. Utilisateur d'arcade, là, donc en fait, on peut vous faire la mise au pied à l'étrier pour 2 heures pour installer le produit. Installer, vous former. La formation, c'est 1 heure. Commencer à utiliser le produit. C'est vraiment un produit qui se consomme par lui-même. Donc, je ne parle que aux utilisateurs d'arcade. Donc, et Transformer microservices, donc là, on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure avec Philippe, donc cette partie-là. Et là, le principe, c'est effectivement de modulariser le code. Je ne vais pas forcément détailler tout, mais globalement, modulariser, c'est rendre le code plus facilement modifiable, plus performant. Encore une fois, j'ai un bon exemple de code modularisé avec beaucoup de gains de performance. Ouais. Hein, vous avez fait combien dans les 30%? Donc, c'était pas mal. En modularisant beaucoup le code. Bon, on est passé de 15 000 composants à 50 000, je crois. Parce que c'était beaucoup plus petits composants, mais par contre, ça speedait bien et s'utilisait beaucoup mieux la mémoire. Hein. Donc, les avantages des web services, ça, je pense, c'est une porte ouverte. J'espère, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et puis, donc, c'est vrai que les cas d'usage, c'est moderniser l'ancienne base de code tout en ouvrant la logique au web service. Donc, on a un existant, il doit continuer à fonctionner, il rend service, mais en même temps, on est obligé de brancher de plus en plus d'accès extérieur du web service pour ouvrir l'entreprise et ouvrir des marchés à l'entreprise. Il faut être capable de combiner les deux. On peut le faire. Moi, je veux beaucoup de boîtes. C'est pas grave. On va rajouter on va dupliquer le code. On va rajouter un web service. Ça va le faire. Sauf qu'à la fin, on a 2 fois le code, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Donc, et que au final, on a juste augmenté la dette, quoi. Donc, c'est là où on a une démarche de dire, non, on va essayer de rendre modulaire sans augmenter la dette. Donc, c'est ça la démarche de l'outil. Donc, c'est pas facile parce qu'en fait, souvent, déjà, le code ancien, il a souvent un certain niveau de complexité, la présence de GoTo, de choses qui sont peut-être plus, en tout cas, facilement appréhendées, par exemple, par moi, qui est développé depuis des années. Quand j'ai commencé, on avait longtemps, en 94, on m'avait déjà interdit les GoTo à l'époque.
Donc, ce qui n'était pas le cas de notre base programme, c'était 80% de GoTo. Il y avait un gars qui était champion du GoTo et on lui balançait n'importe quel programme qui ne marchait pas et en 2 minutes, il résolvait alors qu'il y avait GoTo partout. On ne sait pas comment il faisait. Il en fout. Mais voilà, donc ça, par contre, il n'est plus là. Donc c'est compliqué. Donc, enfin, c'était pas chez Arcade, hein, donc c'était bien avant. Et donc, c'est vrai que la complexité du code existant, une gestion du risque, parce que commencer à modifier du code pour pas de gain fonctionnel, globalement, quasiment, enfin, l'appli, elle fonctionnera comme avant, ça génère des fois des peurs et des risques sur lesquels on a du mal à trouver un ROI. Et puis, donc, c'est sans augmenter la dette, j'en ai déjà parlé. Donc, transformer en microservice, c'est vrai que c'est outiller la modernisation du patrimoine applicatif, donc création de services programmes et web services, et puis assister les développeurs sur les 3 domaines clés qui sont le risque, la complexité et la productivité. Donc, pareil, il y a un webinar, mais si vous voulez une démo, on peut vous faire aussi. Donc, là, je n'ai pas le temps de faire une démo. On a un webinaire qui avait été fait avec une démo assez intéressante. L'intérêt, c'est, enfin, si je résume, c'est partir d'un ensemble, d'un bout de code, en fait, dans une application, être capable d'auditer. La difficulté, c'est la complexité. Donc, nous, on fait tout l'audit, un petit peu comme là avec Discover, on fait tout l'audit de cette partie de code dans votre code. Et on vous dit, voilà, dans le code que vous sélectionnez, il y a 7 variables. Ces 3 variables-là, elles sont réutilisées à l'extérieur. Il va falloir les transformer peut-être en IO paramètres. Ces 3 variables-là, a priori, on peut les traiter en mode local dans la procédure. Après, donc, on peut ajuster. On dit on rajoute une ligne, on retire. Des fois, moi, j'ai fait des essais. Des fois, je rajoute une ligne, boum, je me trouve avec 10 paramètres en plus. Je retire une ligne, boum, parce que tout d'un coup, il y a une variable qui est sortie qui a fait que, par boucle de neige, ça a réduit le nombre de paramètres. Donc, l'idée, c'est de fournir un premier outil d'audit qui vous donne en quelques instants une vision de ce qui est faisable. Et puis, vous permettre d'ajuster votre code en fonction de ça. Des fois, on va se dire, on va prendre ce pavé-là, il y en a partout. Donc, on va découper en 3 ce pavé-là. Et là, on voit qu'il y a quelques variables qui sont prises à chaque fois, qui sont repassées à l'autre, mais ça fait beaucoup des fonctions fonctionnelles. Et après ça, l'outil vous permet vraiment d'interroger variable par variable. Cette variable-là, on a vu 7 interactions. Vous cliquez, il vous montre les lignes de code correspondant à cette interaction dans l'éditeur. Donc, c'est un outil développeur. Ça tourne sur un RDI, bientôt sur VS Code. Ça sort fin d'année sur VS Code. Donc, pour permettre c'est un outil d'assistance aux développeurs à sortir du code de façon sécure. Et après, il y a toutes les fonctions pour sortir le code. Une fois qu'on est bon, qu'on a choisi son code, qu'on est d'accord, on appuie sur le bouton, ça crée le programme de service, ça met les paramètres, ça crée donc un programme de service et ça remplace le code par l'appel du programme de service. On est en train de travailler sur la redondance de code. Donc, parce que ça a été une demande aussi d'être capable de gérer la redondance de code, donc retrouver si un bout de code il est redondant et justement factoriser cette extraction en disant on crée une seule. Donc là, c'est encore une fois bien améliorer la dette, puisqu'on par rapport à tout à l'heure, non seulement j'augmente pas, mais je diminue. Donc, comment? Alors dans RD, il y a une fonction, mais elle n'a pas ce niveau d'audit en fait. Malheureusement, il y a beaucoup de responsabilités qui restent aux développeurs. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils n'appuient pas sur le bouton parce que cette vision, en fait, elle est basée sur vraiment des cross-refs, encore une fois, qui viennent de notre référentiel, des cross-refs assez précises d'analyse de code. Donc, après, oui. Et l'idée, nous, c'est qu'on a une vision multi-composants, donc multi-applications, donc redondance de code. Et après, on va aller jusqu'à la génération de web service. Aujourd'hui, c'est ready web service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on extrait le code et puis on prend le Wizard IBM, par exemple, ou Elasti-ILE, je ne sais pas si vous connaissez, qui sont 2 outils pour faire du web service à partir d'un service programme. Et vous enchaînez, et dans une des démos, j'ai ça, on enchaîne en 2-3 coups, plouf, le web service, il est créé. Là, l'output, c'est le programme de service. Le code, c'est une procédure dans un programme de service. L'output, c'est ça, plus modification, génération des copies d'inclusion, ça génère un code propre.
Donc ça génère des copies pour le prototypage, ça, voilà, c'est comme on sait faire. Voilà. Donc effectivement. Donc l'expansion prenne encore en maturité, quoi. Bah, je dirais, c'est des nouveaux produits, on est clair là-dessus. On commence à travailler. Ça a été travaillé avec des clients en fait, chez nous quand même. Donc on avance. Je dis ça parce qu'on va le tester la semaine prochaine. Ouais, c'est bien. Donc, GEPS, ouais. Ça y est, c'est enfin installé. On devait attaquer à l'été, mais il fallait faire un upgrade. Parce que c'est vrai que, alors autant Discover, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est compatible avec quasiment toutes les versions d'arcade, enfin V11, V13 jusqu'à V24. Donc on n'a pas besoin d'upgrader arcade pour utiliser Discover parce que la database de repository elle est assez standard. Autant sur ce produit-là, effectivement, ça tape très dur dans le code. Donc là, il faut upgrader le produit. Il faut upgrader arcade. Voilà. Sur quelle version? V24, celle qui sort, enfin celle qui est sortie, V24.b, à partir de V24.1, je ne sais plus. Mais ouais, c'est bon, ouais. Ok, ben, merci pour votre attention. Donc, je vais en profiter pour faire une petite annonce. Donc, parce que vous savez qu'on sort une version majeure par an. Donc, il y a la V25 qui sera annoncée donc en janvier. La date n'est pas encore fixée de manière définitive. C'est courant janvier. Ouais. Voilà. Ça devrait être bon pour début janvier. Comme déjà évoqué, en fait, les tests ont commencé. Microservices, vous êtes obligé de passer en V25. Par contre, Discover, vous pouvez l'utiliser sur un repository qui est déjà ancien. C'est compatible. Quel va être le contenu de la V25? La partie majeure, c'est le SQL. Parce qu'en fait, vous avez pu voir, IBM donc, a fait beaucoup d'évolutions depuis toutes ces dernières années donc, pour faire en sorte que la base DB2 Forai soit quasi au même niveau que toutes les autres bases standards, les bases relationnelles. Donc là, il y a des trucs qui deviennent quand même relativement complexes à gérer en version. On a réussi à tout absorber. Et honnêtement, donc, ça a été un très très gros boulot qui a été fait en interne. Donc là maintenant, donc avec Arcade, vous pouvez faire du versionning en fait enfin utiliser toutes les fonctions du SQL. Je sais que entre autres le truc le plus complexe c'était les flux de vues. Donc on peut faire des vues de flux maintenant donc dans les bases de données. Et en l'occurrence donc gérer ça en version ça a été voilà. Quand même. On a un client qui en fait c'est des développeurs qui sont pas IBM. Tout ça pour dire que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur et qui exploitent ces nouvelles fonctionnalités de la base. Il est temps pour nous, en fait, de faire ce travail de remise à niveau. Il a été fait en un seul bloc, là. Donc, c'est un projet qui a duré plus de 6 mois. Et donc, il continue dans la V25. Ça, c'est une version importante. Parce que, comme évoqué, en fait, il y a de plus en plus de gens qui connaissent pas qui ouvrent la plateforme. Et qui, par contre, accède à la database. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir. Pour votre attention. Aujourd'hui, il y a moi et Gilbert qui a travaillé sur ce projet. Donc, si vous avez des questions sur ce point-là, n'hésitez pas à venir nous voir. Ah oui. Il faut qu'on discute là-dessus avec lui. Voilà, oui, parce qu'il y a un petit peu de choses à remonter. Merci à tous. Merci. Merci.